Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévision qui parle de QVT et rien que de QVT. Ça fait 2 ans et demi que Wunjo vous donne rendez-vous tous les mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Nous, chez Wunjo, on est persuadés qu'il y a une transition comportementale à orchestrer dans nos organisations, dans le monde du travail, et que chacun et chacune d'entre nous a un rôle à jouer en la faveur. En la faveur de quoi? En la faveur d'une qualité de vie au travail qui honorerait le vécu des travailleurs, qui redonnerait de la sensibilité, qui remettrait la responsabilité au cœur de la façon de fonctionner les uns avec les autres. Nous sommes un peu touchés par le fait que la qualité de vie au travail soit regardée encore aujourd'hui comme une façon un peu périphérique de donner du confort aux collaborateurs et aux collaboratrices et de créer de la satisfaction, alors que la qualité de vie au travail devrait voir ses lettres de noblesse redorées et honorer véritablement le fait qu'elle adresse le travail réel, le fait qu'elle est là pour écouter le vécu sincère des collaborateurs et des collaboratrices et de les engager dans la durée, évidemment à prendre soin d'eux et également à être performants sur la durée. Je suis Emmanuelle Bessez et je suis l'heureuse dirigeante de Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation qui est spécialisé en qualité de vie au travail. Nous sommes nés il y a 22 ans maintenant et nous relevons d'une belle et grande famille qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Notre raison d'être, c'est d'humaniser la vie au travail et de faciliter les coopérations professionnelles. Peut-être est-ce que vous nous connaissez déjà grâce à la fresque de la QVT, qui est un séminaire très transformatif qui contribue à ce que les équipes puissent mieux fonctionner ensemble, qu'elles trouvent durablement des voies vertueuses de bien-être au travail. Notre boîte, elle est un petit peu particulière en termes de personnalité. Nous avons une chance immense, c'est celle de fédérer un réseau de consultants et de consultantes qui sont tous des spécialistes de la qualité de vie au travail et qui ont pour dénominateur commun d'être joyeux, d'être généreux, d'être optimistes et de porter haut et fort cette vision humaniste de la qualité de vie au travail. Donc c'est un vrai bonheur pour moi aujourd'hui de vous faire rentrer un petit peu à l'intérieur de chez nous, dans ce monde de colibri de la vraie QVT et d'accueillir aujourd'hui avec nous Chloé Bertrand. Salut Chloé. Bonjour. Alors j'ai grand plaisir à vous présenter Chloé qui va animer aujourd'hui ce SAV. Chloé, elle est psychologue du travail. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle accompagne des managers, des salariés et des indépendants dans une période de leur vie personnelle et professionnelle qui est une période de transition. C'est-à-dire qu'elle va recevoir des personnes qui viennent avec leur casquette de travailleurs parce qu'ils vont être, par exemple, en carence de sens, avoir une difficulté à se retrouver et à se reconnaître dans le travail qu'ils exercent aujourd'hui. Elle va aussi recevoir des hommes et des femmes qui vont se poser des questions sur l'évolution de leur carrière, qui vont avoir envie de se projeter en respectant davantage qui ils sont et à trouver une forme d'alignement peut-être nouveau ou en tout cas réinsuffler un alignement entre leur volonté de s'engager, leur capacité à s'engager, et donc finalement à prévenir l'épuisement professionnel. Chloé fait son métier avec beaucoup de cœur. Elle a en fait une spécificité, c'est qu'elle allie à la fois la psychologie du travail et la qualité de vie au travail, qu'elle voit comme deux disciplines, comme deux façons de regarder le sujet et ces sujets de transition de vie, avec vraiment deux regards très complémentaires. Et c'est avec ces deux casquettes-là qu'elle va animer aujourd'hui ce webinaire qui est consacré à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment dans l'actualité, le bilan de compétences qu'on appelle le BDC entre nous, cet exercice dont elle va nous parler, Chloé, qui est parfois un peu obscur pour certaines personnes, qui a quand même été vécu et éprouvé par de plus en plus de travailleurs et de travailleuses, et ce bilan de compétences qui aujourd'hui est menacé dans l'actualité sur son financement public. Alors évidemment, on reviendra là-dessus, mais ça ne sera pas le plus clair de notre parole, puisque aujourd'hui, Chloé, elle vient avec l'envie de contrecarrer une idée reçue, qui a quand même des fondements, bien sûr, qui est celui que le bilan de compétences serait finalement une menace pour les managers et pour les dirigeants. Une menace pourquoi ? Parce que ce qui est constaté sur le terrain, c'est que dès qu'un collaborateur ou une collaboratrice a le courage d'oser dire qu'il ou elle fait un bilan de compétences, alors le manager et l'employeur ont le sentiment que c'est un premier pas vers la sortie. Comme si c'était finalement le BDC un tremplin de désengagement et de désinsertion professionnelle.
Alors, ça peut être le cas parfois, mais sûrement pas toujours. Chloé va nous raconter ses expériences du terrain, nous partager son regard sur la puissance du bilan de compétences et évidemment aborder avec nous à quel point faire cet exercice de retour sur soi, d'analyse, d'introspection et de projection peut être au contraire profondément salutaire pour notre engagement et notre engagement durable, parce qu'on n'est peut-être pas si mal que ça à l'endroit où on se trouve. Voilà le programme pour aujourd'hui. On va être ensemble pendant 3/4 d'heure en mode interview avec Chloé. Donc cette émission, elle est en live et elle est également enregistrée. Vous allez recevoir le webinaire directement en lien de la part de Webikeo après ce live. Et puis toutes celles et ceux qui nous regarderont en différé auront également accès via la plateforme de Webikeo. Vous pouvez poser toutes vos questions, réagir aussi à notre échange directement dans le chat qui est sur la droite de votre écran, puisque Marco, notre standardiste farfelu, sera votre porte-parole. Voilà, je crois que c'est tout dit. Alors, c'est parti. Service après-vente activité, bonjour. Bonjour, oui. Ah mais parlons-en du bilan de compétences. Parlons-en. Et ça va gueuler là, hein, parce que moi, un bilan de compétences, j'en ai passé un il y a quelques années. C'était avant de me lancer dans le décrochage de téléphone artistique. Hein. Je fais le bilan de compétences dans 45 minutes à peu près. Et on me dit, monsieur, il y a un problème, on n'a pas trouvé vous a pas trouvé de compétences. Alors, hein, donc ça va gueuler là. Donc on voudrait savoir, hein, et on est quand même assez nombreux, on voudrait savoir déjà, c'est quoi un bon bilan de compétences, hein, et à quoi qui sert. Parce que après, ça va gueuler. Hein. Très bien. Et ben du coup, ça tombe bien parce que avant de définir le bilan de compétences, je pense qu'il est utile aussi d'expliquer ce que le bilan de compétences n'est pas. Parce que clairement, on a beaucoup de personnes qui pensent avoir fait un bilan de compétences, mais souvent c'est pas le cas. Il y a des dispositifs qui existent qui peuvent effectivement permettre de travailler sur un projet, de prendre un recul, mais on n'est pas surtout sur du bilan de compétences. Déjà, le bilan de compétences, c'est pas une évaluation ou un entretien d'appréciation. On n'est pas dans un but de dire je suis bon sur ça. C'est vraiment une auto-évaluation. On fait un recensement des compétences, mais on n'est pas là pour dire tu fais bien ton travail ou tu fais pas bien ton travail. C'est pas le rôle du consultant en tout cas. On n'est pas non plus sur quelque chose qui vise le coaching, la thérapie. Voilà, on n'est pas là pour effectivement faire une analyse du parcours de vie pour régler effectivement des problématiques trop personnelles. Alors évidemment, ça vient teinter le bilan, mais on n'est pas sur de la thérapie. Avec ces représentation aussi un peu erronée du bilan, on a l'impression que juste faire des tests, ça va nous donner un métier. L'accompagnement est beaucoup plus complexe que ça, donc on va évidemment y revenir. Du coup, le bilan de compétences, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un chemin, une réflexion qu'on va engager pour identifier la destination et l'itinéraire vers lequel on veut tendre. Évidemment, si on veut aller, je sais pas, on est sur Paris, on veut aller sur Bordeaux, on ne prendra pas le même chemin que si on veut aller à Lille. Et donc, le bilan de compétences, c'est décider où je veux partir en vacances, finalement, et se dire, est-ce que je prends le train? Est-ce que je prends la route? Est-ce que je prends l'avion? Qu'est-ce que j'emmène dans ma valise? Etc. De manière un peu plus concrète, le bilan de compétences, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est un accompagnement individuel qui permet de travailler sur le projet professionnel sous toutes ses formes. Ça peut être un projet professionnel, donc un métier, se conforter dans ce métier-là, celui qu'on fait actuellement. Ça peut être effectivement de se dire « Ok, je veux faire un autre métier ». Ça peut être un projet d'évolution hiérarchique. Ça peut être un projet de formation plus globalement, un projet de création d'entreprise. Ça peut prendre la forme que ça veut. L'idée, c'est de se prendre un moment de recul pour se dire, OK, si je veux un avenir professionnel qui soit plus aligné et plus choisi, quel métier ça représente. Et nos contraintes et nos envies changent aussi pour la suite. Donc, il est possible qu'un bilan de compétences que vous ayez fait il y a 10 ans ne soit plus valable aujourd'hui.
Petite précision aussi importante, le bilan de compétences est protégé par le Code du travail. Il est réglementé depuis 1991. Il est personnalisé, il est confidentiel et il permet dans ses objectifs principaux, on va dire réglementaires, d'analyser ses compétences, ses aptitudes et ses motivations à la lumière de son parcours pro et perso. Puisque évidemment, le côté personnel a tout un intérêt dans l'acquisition des compétences. Et l'objectif, c'est de définir du coup un projet qui soit réaliste et réalisable. Donc évidemment, on va aller voir les prérequis, s'il y a une entrée en formation, est-ce que la personne peut y rentrer, est-ce qu'elle a la possibilité de le financer. Et évidemment, le marché du travail qui est quand même une partie importante. Si évidemment on veut être astronaute sur Montpellier, concrètement, ça risque d'être un petit peu compliqué en termes d'opportunités. L'idée, c'est de le savoir et de se dire qu'est-ce que je fais. Un bilan dure au maximum 24 heures. Ça, c'est pareil, défini par le Code du travail. Dans la pratique, on s'ajuste à la situation de la personne. C'est important. Une personne qui veut juste confirmer un projet et une personne qui veut finalement partir de zéro dans sa réflexion, on n'aura pas la même durée. Donc, par exemple, dans la confirmation de projet, moi, j'ai l'habitude de travailler sur une durée environ 10-12 heures. Là où quelqu'un qui veut complètement construire un projet depuis une réflexion sur laquelle il n'y a pas d'idée préconçue sur ce qu'elle veut faire, concrètement, on pourra aller jusqu'à 24 heures de face à face. Donc, on n'est pas du tout sur la même durée. Mais en tout cas, le bilan ne peut pas aller au-delà des 24 heures qui sont fixées par le Code du travail. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à une personne qui est en activité professionnelle, de manière générale. Quand on est retraité, ça ne fonctionne plus. Quand on est étudiant, on est plutôt sur du bilan d'orientation. Sauf si on a travaillé en parallèle de ses études et qu'on a effectivement des expériences à amener sur l'accompagnement. Quelle que soit la fonction occupée, quel que soit le statut au moment du bilan, je peux être demandeur d'emploi, je peux être salarié, je peux être chef d'entreprise, indépendant, professionnel libéral. Tous les statuts sont OK pour pouvoir démarrer un bilan. Il est juste à propos de se dire qu'à partir du moment où je me pose des questions sur mon avenir professionnel, ça peut être une démarche à engager. Il n'y a pas de bon moment, c'est juste effectivement le besoin, le contexte qui peut amener la personne à y réfléchir. Par contre, attention, simplement quand il y a des problématiques de santé qui peuvent être lourdes et qui ne sont pas stabilisées. C'est surtout le côté non stabilisé qui peut être important. C'est vrai que c'est plus compliqué, même déconseillé parfois, de faire un bilan de compétences à ce moment-là. Parce que on va avoir potentiellement des difficultés à se projeter. C'est comme si on venait à se faire opérer d'un bras, ne pas savoir quelles conséquences ça va avoir sur notre santé et se dire, bon, ben, demain, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si je vais récupérer, je ne sais pas si je vais avoir des séquelles. Ben, concrètement, est-ce que je me ferme des portes inutilement ou est-ce que j'en ouvre que je vais être obligée de refermer derrière? Donc, des fois, il vaut mieux attendre. Ça peut être des conséquences physiques, ça peut être des conséquences psychologiques. Ça marche aussi dans des situations de burn-out, de dépression. Quand on n'est pas en capacité de voir ses propres capacités, c'est un petit peu dommage d'engager cette réflexion-là à ce moment précis. Voilà, il vaut mieux attendre quelques semaines, quelques mois, en fonction de l'évolution de la santé. Généralement, le bilan de compétences, il sert à prendre du recul sur sa carrière, à réfléchir sur ses choix. Et ça peut être utile pour plein de choses. Évoluer dans son entreprise, changer de métier ou de secteur, clarifier ses envies, retrouver du sens. Ça peut être... les motivations au départ sont très variées, mais généralement c'est une volonté d'améliorer son bien-être et l'équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Des fois le bilan, il peut servir aussi juste à réajuster la façon dont je me projette à la fois dans ma sphère privée et dans ma sphère professionnelle. Il y a des personnes qui ont besoin d'un certain équilibre. C'est une recette qui est propre à chacun. L'idée, c'est des fois simplement, et ça m'est arrivé dans certains accompagnements, de se dire que j'ai en fait juste besoin de réaligner et de réajuster le maillage entre la vie pro et la vie perso. Des fois, c'est juste ça, c'est juste prendre du recul, reprendre confiance en soi. Ça aide beaucoup aussi. Et ça peut aider aussi à gérer et à prévenir des difficultés professionnelles, peut-être que le burn-out, les tensions au travail, un mal-être qu'on n'identifie pas clairement encore,
voilà, ça a plein de vertus, le bilan de compétences, et les motivations sont quand même assez variées. Voilà, c'est propre à chacun. Merci pour cette clarification, Chloé, parce que il est vrai que le terme peut être un peu confusant quand on entend bilan de compétences. Il y a cette notion d'évaluation qui arrive assez rapidement. Finalement, est-ce que je suis compétent noir ou blanc? Et puis finalement, il n'y a pas le manager qui est présent pour évaluer la compétence, il n'y a pas les pairs, il n'y a pas les bénéficiaires du travail, il n'y a pas les collègues. Donc, ouais, merci pour cette précision. Petite question, le profil des consultants et des consultantes qui accompagnent les bilans de compétences? Alors, maintenant, il est beaucoup plus libre, on va dire, par rapport à une certaine époque où on était assez contraint, où il fallait notamment au moins un psycho du travail dans l'équipe, notamment pour les financements. Aujourd'hui, on a des profils qui sont psycho du travail, qui sont psycho-cliniciens. On peut avoir des personnes qui sont issues des ressources humaines, des personnes dont c'est la reconversion et qui ont fait, je sais pas moi, du commerce avant. Enfin, ça peut être vraiment tous les profils, on va dire, de base, avec une spécialisation en bilan de compétences pour ceux qui, effectivement, n'ont jamais touché à ce type d'accompagnement-là. Il y a une partie assez réglementaire, il y a une partie où on va finalement toucher à des outils, des questionnaires, on va analyser la personnalité, on va analyser les valeurs et les motivations au travail. Donc ça peut être, pour certains tests, une nécessité d'avoir des psychos du travail, mais des tests, certains voilà, sont plus libres. Donc il n'y a pas de profil type, mais quand même une majorité ont une dimension dans l'accompagnement. Ça peut être des personnes de l'insertion pro aussi, tout simplement, qui viennent parce que dans l'insertion pro, on va pas se leurrer, on travaille aussi sur le projet pro. On l'appelle pas bilan de compétences, mais finalement, on est sur sur le travail du projet, il peut prendre différentes formes. Le bilan de compétences en est une. Donc, effectivement, la transition insertion pro et bilan de compétences peut être assez naturelle aussi. Et certaines structures font les deux en même temps. Enfin, les deux en même temps. Proposent en tout cas ces types de prestations de manière complémentaire. Tu disais tout à l'heure que ça repose sur une auto-évaluation et tu parlais notamment de X tests que tu vas pouvoir utiliser. Comment est-ce que... Alors, est-ce qu'il est attendu de mettre une forme d'objectivité quand même, du coup, dans les décisions qui sont prises, dans l'éclairage, ou est-ce qu'on est vraiment que sur une immense part de subjectivité? C'est un peu des deux. Ça dépend de la dimension en fait qu'on va évaluer. Par exemple, dans mon cas à moi, je parle toujours de bon fonctionnement. Je m'appuie sur des tests, notamment sur la personnalité, les intérêts professionnels, les motivations au travail. Je m'appuie sur des tests qui sont validés scientifiquement, qui ont vraiment une légitimité à être là dans le bilan et sur lequel je peux m'appuyer. Comme un outil de médiation, de libération de la parole, on va s'appuyer dessus. Un test, quel qu'il soit, doit être débriefé. Et évidemment, quand on fait le débrief, c'est pas une vérité absolue, ce qui est marqué sur le compte-rendu du test. Ça, c'est important. Et en fait, ça nous sert simplement à voir avec la personne ce qui est OK, ce qui n'est pas OK dans sa représentation de lui-même. Qu'est-ce qui peut être nuancé? Comment? Remettre du contexte, remettre un petit peu d'objectivité aussi derrière ça. Pour les compétences, on est sur quelque chose qui est un peu plus subjectif. Alors moi, je m'appuie sur les fiches métiers de France Travail, qui, pour chaque métier, va lister un nombre de compétences pratiques, un nombre de qualités, de connaissances, et en gros, la personne fait son auto-évaluation. En gros, si je schématise, je prends... voilà, j'ai un carrossier, ok, donc je prends la fiche métier carrossier, et la personne va définir sur la fiche qu'est-ce qui lui correspond et qu'est-ce qui lui correspond pas. Ça fait ressortir un portefeuille de compétences au final, donc sur lequel on va pouvoir avoir du coup accès tout au long du bilan, puisque ça va nous servir pour comparer avec les prochaines pistes et sur de la recherche d'emploi par exemple derrière. Enfin voilà, apprendre à valoriser son profil. Donc ça, c'est important du coup d'avoir une évaluation au départ qui est objective, mais on peut pas s'empêcher d'y mettre un petit peu de subjectivité. Du coup, par exemple, ce matin, j'avais un rendez-vous, la personne me disait oui, mais là, ça, en fait, je sais pas si, enfin moi, je pense savoir travailler en équipe, mais en fait, ça s'est pas toujours très bien passé, donc je me dis que peut-être le problème vient de moi et que en fait, je pense avoir l'esprit d'équipe, mais en fait non. Donc il y a toujours un petit peu de subjectivité et c'est l'intérêt aussi d'être accompagné, c'est de se dire
Je remets dans le contexte, dans plusieurs contextes, ça c'est important, parce que c'est pas parce qu'une expérience s'est mal passée que ça annule tout ce qui s'est passé au préalable. Et effectivement, en refaisant le fil de son parcours avec la personne, on s'est bien rendu compte que oui, l'esprit d'équipe, elle l'avait, mais en fait, le contexte le dernier contexte dans lequel elle a pu le mettre en œuvre, il n'y avait pas le répondant et l'écoute qui lui était nécessaire finalement. Et du coup, on a pu effectivement changer un peu cet état d'esprit-là. Donc, il y a beaucoup d'objectivité parce qu'on s'appuie sur en tout cas moi, je m'appuie sur des outils qui peuvent effectivement le permettre. Par contre, évidemment, la subjectivité reste aussi... voilà, quelqu'un qui n'a pas confiance va se dire qu'elle n'a pas de compétences et inversement, la personne qui a hyper confiance, voire trop, peut effectivement se dire qu'elle en a beaucoup. Et chacun fait sa propre popote. Et dans cette analyse personnelle qui est réalisée... Service après-vente à QVT, bonjour, excusez-moi, ça pousse au standard, hein, ça pousse un peu au standard. Oui, bon, oui, c'est pour les bilans de compétences, oui. Ah merde, ah oui. Ah bon? Ah bon, on va voir, ouais. Merci Monique, hein. C'est Monique, elle nous dit, les managers, des fois, ils ont peur du bilan de compétences. Parce qu'ils prennent ça en fait comme une menace. Ils ont l'impression que quand une personne fait un bilan de compétences, c'est qu'elle est en train de préparer son départ. Vous en pensez quoi, vous, de ça? La menace. Oui. Que c'est pas totalement faux, pour le coup, on va pas se le cacher. Mais parce qu'en fait, le bilan de compétences, généralement, est pris trop tard. Si effectivement on refait le signe, une personne va s'engager dans le bilan de compétences parfois parce qu'elle ne va pas bien et qu'il n'y a pas eu de répondant d'écoute de la part de la structure dans laquelle elle travaille. Ça peut être une hypothèse. En tout cas, le fait de le percevoir comme un levier de fuite, c'est effectivement une réalité. C'est bien pour ça que les bénéficiaires en font un sujet un peu tabou. Je pense que dans ma pratique, si j'ai 5% de personnes qui ont communiqué cette intention à l'employeur, c'est le bout du monde. Donc ça fait très peu. En fait, l'idée, c'est que le bilan de compétences est un révélateur. C'est pas lui qui provoque le départ, clairement. C'est l'absence de dialogue en amont, autour des irritants, autour des insatisfactions professionnelles, et le fait que finalement, l'entreprise n'a pas su répondre à ces difficultés-là, qui fait que effectivement la personne va en faire un sujet un peu tabou, et finalement le manager, quand il va savoir que la personne a fait un bilan, il va se dire mince, elle va partir quoi. Donc c'est une réalité là-dessus, on va pas se le cacher. Il y a aussi parfois la réalité que l'entreprise est la source du problème et que potentiellement la personne ne veut pas en parler au préalable, puisque ce serait se mettre encore plus en difficulté. Et c'est le cas d'un certain nombre de bilans où effectivement la personne ne peut simplement pas en parler. Et du coup, quand le bilan de compétences est su, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et puis, potentiellement, même si le manager l'avait su, potentiellement, si c'est l'entreprise qui est à l'origine du problème, malheureusement, on sait qu'il n'y aurait pas eu de solution proposée plus que ça. Quand le bilan de compétences est fait dans la discrétion, donc la personne, elle a peur un petit peu d'être jugée, d'être mal comprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan de compétences, dans quasiment 60% des cas, il est fait en situation de burn-out ou de harcèlement. C'est une situation qui est rencontrée par une grande partie des personnes en bilan, donc on se dit effectivement que du côté de la communication avec le manager ou l'entreprise, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Et surtout, il y a aussi une peur réciproque. En gros, le manager, il craint que le salarié parte. Il craint effectivement aussi potentiellement de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait. Donc là aussi, il y a une espèce de sentiment de culpabilité
qu'il faut s'enlever de la tête en tant que manager, parce que effectivement, c'est pas parce qu'une personne se pose des questions que, en tant que manager ou en tant que responsable d'équipe ou patron d'une grande boîte, on a mal fait son job. Des fois, on a juste des aspirations qui changent et on a juste envie de prendre du recul. Mais évidemment, le fait d'en parler, ça permet de lever tous ces malentendus et d'anticiper quand même les choses. Il faut se dire que le bilan de compétences a un impact positif sur les personnes qui le font, sur la confiance, sur une estime, une posture professionnelle. Il y a une grosse amélioration, on n'est pas loin des 85% d'amélioration, donc forcément, ça a un intérêt pour le salarié. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que même si le bilan de compétences il est fait de manière un peu confidentielle vis-à-vis de son employeur, rien n'empêche de pouvoir en faire une restitution à terme. On peut très bien imaginer même une restitution tripartite, donc avec l'employeur, le salarié et le consultant en bilan. Le salarié partage ce qu'il a envie de partager. Ça, c'est une certitude. C'est pas parce qu'on décide d'une restitution tripartite que forcément on va donner l'entièreté du bilan. On peut se mettre d'accord sur ce qu'on va partager avec l'employeur et ça fait une base finalement, un outil de dialogue, d'orientation et ça va permettre aussi potentiellement de mettre de l'action derrière. Parce que réfléchir, c'est bien. Si on passe jamais à l'action, c'est un peu dommage. Et du coup, le fait d'inclure dans la démarche aussi l'employeur, ça a tout un intérêt puisque effectivement, ça peut permettre aux bénéficiaires d'agir et de renforcer son pouvoir d'agir aussi et de se dire on y va comme ça. L'idée aussi, c'est que ça peut être considéré comme une opportunité d'alignement entre toutes les parties. C'est-à-dire que l'entreprise a des besoins, le bénéficiaire a des besoins, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Donc ça, c'est quand même une alternative au désengagement. C'est un levier de prévention de l'épuisement et de la démotivation. Ça évite les départs précipités et non anticipés. Et puis, effectivement, on a quand même 88,9% des actifs qui estiment que le bilan de compétences devrait être intégré à leur parcours pro, de manière systématique en tout cas. Donc, ça montre effectivement l'intérêt aussi que les personnes y voient dans leur projection professionnelle, quelles que soient leurs envies derrière. On peut l'envisager dans une mobilité interne, dans une mobilité externe. Tous les champs sont possibles, il faut juste le prendre au bon moment. Et effectivement, pour en revenir à la question de départ, est-ce que c'est une menace ? S'il est pris au bon moment, c'est pas forcément une menace. Si effectivement il est pris au mauvais moment ou dans un contexte qui est lui-même délétère, effectivement, on va pas se le cacher, ça peut amener à un départ du salarié. Moi, ce qui m'interpelle énormément dans ce que tu racontes, Chloé, merci pour la richesse de ce que tu partages, c'est à quel point la question du dialogue, elle est centrale. Bien sûr. Quand tu dis, finalement, au départ, il y a des vécus qui sont irritants, qui génèrent du risque psychosocial, du désengagement, de la démotivation, et qui vont amener finalement le travailleur à cheminer à l'intérieur de lui tout seul, puis ensuite à vouloir le déposer avec un tiers et du coup à se remettre en question et à se poser des questions, ce qui semble sain quand même dans l'absolu. Bon, parce qu'il n'y a pas eu des espaces sécures de dialogue au départ, c'est-à-dire, et là on sait à quel point c'est une co-responsabilité de la part du travailleur qui parfois ne s'offre pas ces espaces-là, n'ose pas, et de la part des environnements qui ne sont pas forcément suffisamment sécurisants. Et quand je parle d'environnement, ça peut être dans la relation avec le manager, ça peut être dans le cadre de l'équipe ou vraiment de l'entreprise. Et donc, on entend qu'à la racine, au lieu de traiter le sujet, le bilan de compétences, est-ce que c'est vilain ou est-ce que c'est génial ? C'est en fait qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a cette vision complètement dichotomique. Et donc, on entend qu'il y a un sujet vraiment de dialogue au départ. D'oser exprimer, c'est-à-dire imprimer à l'extérieur ce que je vis, ce que je pense, ce que je ressens, avoir cette audace de partager cette estime et surtout avoir la foi d'être écouté, d'être entendu et de construire ce que tu appelles les parties, le dialogue entre les parties, là, faire en sorte d'avoir un projet en fait qui satisfasse et l'individu et le collectif de travail. Bien sûr. En fait, ce qui est particulier, et je me bagarre quand même beaucoup avec les gens que j'accompagne, quel que soit le cadre. Les gens, alors il y a des gens qui n'osent pas dire les choses quand elles ne vont pas. Et en fait, je leur dis mais comment vous voulez que votre employeur change les choses si
il n'est pas au courant, il ne peut pas deviner. Mais c'est culturel, ça, Chloé. On est d'accord que bien sûr. C'est tellement ancré en nous qu'on n'a pas le droit, le biais de désirabilité sociale, finalement. Il y a ce biais-là, effectivement. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a effectivement ce biais de désirabilité sociale où on a envie de présenter que tout va bien et ne pas dire je suis en difficulté. Parce qu'il y a ça aussi, de se dire c'est un aveu de faiblesse, de se dire que ça va pas, de dire qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, que je suis en difficulté. Il y a aussi le cas de figure où l'entreprise ne laisse pas cette place-là. Bien sûr. Le bilan de compétences peut offrir un support justement neutre et confidentiel dans certaines mesures, puisque comme je disais, quand il y a une restitution tripartite, on peut finalement choisir ce que le salarié va partager avec son employeur. Il n'empêche que, en fait, l'idée c'est quel que soit le moyen, le bilan de compétences, de la QVT, des intervenants tierces, peu importe, en gros l'idée c'est d'accepter d'ouvrir cet espace de parole et que les personnes se sentent libres finalement. Parce que oui, c'est culturel, on n'a pas... et pourtant, on est quand même très râleur en France, c'est un peu notre stéréotype. Et finalement, dire les choses au niveau professionnel, apparemment, ça passe à la trappe. D'où l'intérêt quand même, évidemment, de travailler sur les postures managériales pour ce qui est à la main des managers, de travailler sur la soutenabilité et la qualité des environnements de travail pour créer cette sécurité psychologique et de travailler également sur soi. Il y a tout ce volet qu'on peut appeler le développement personnel. En tout cas, de muscler notre confiance en nous-mêmes dans le fait que quand on se pose des questions, c'est aussi j'ai envie de dire un signe de santé psychologique, que quand on veut prendre de la hauteur sur qui on est, comment on fonctionne et se demander finalement quelles sont les perspectives qui seraient les plus épanouissantes pour nous, c'est aussi jouer le jeu du collectif et de l'organisation, parce que c'est aussi me demander si je suis à la bonne place, si je suis en train d'amener ma meilleure valeur en fait dans l'équipe dans laquelle je suis ou dans la boîte dans laquelle je suis. Mais on entend que tout ça, c'est presque béni oui ce que je raconte là, c'est les petits papillons, c'est tellement éloigné d'une forme de liberté en fait. C'est dommage. Il y a Monique dans le chat a dit c'est triste. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Élise. Oui. Eh bien, on va poser la question. Oui, Élise nous demande quel lien toi tu fais entre bilan de compétences et QVT? Alors, pour moi, le bilan de compétences peut être un levier dans la QVT, puisqu'il va agir sur l'épanouissement individuel, sur la qualité, et après, par extension, forcément, sur la qualité des relations managériales, sur la performance collective. Donc, il y a forcément, quand on est bien soi-même, on donne toujours plus à l'entreprise, évidemment de manière très équilibrée, mais en gros, l'idée, c'est que ça peut agir à la fois sur le côté qualité de vie au travail personnel et sur le côté plus collectif. Donc, il y a un double intérêt. Donc, au niveau, on va dire, individuel, pour commencer, le bilan de compétences, il offre un meilleur équilibre entre épanouissement professionnel et bien-être personnel, puisqu'il va travailler sur ses aspirations, mais il va travailler aussi sur son pouvoir d'agir, puisque effectivement, il y a des choses sur lesquelles il va être, on va dire, un peu plus libre en termes d'action, et d'autres sur lesquelles, forcément, l'entreprise a quand même un cadre sur lequel on n'a pas vraiment de prise. Si je peux donner quelques chiffres pour estimer un petit peu l'impact positif du bilan de compétences, on a 83% des personnes qui constatent une amélioration de la confiance en soi. On en a 74% qui observent une amélioration de leur santé mentale. On a 72% qui ressentent un regain de sens dans leur travail et 72% qui disent mieux se connaître. Donc forcément, ça aide à mieux se connaître, ça aide à se projeter concrètement dans des objectifs clairs, avec un plan d'action réaliste, parce que l'objectif du bilan de compétences aussi, c'est ça, c'est d'établir un plan d'action en fonction des choix qu'on aura fait et d'effacer des doutes par rapport à l'avenir. Pour mon expérience, en tout cas, j'intègre maintenant l'outil MaQVT dans le cadre des bilans de compétences. Et ça me permet du coup, en plus de travailler sur une cartographie de la qualité du travail et d'identifier les leviers d'action que la personne pourrait avoir dans le cadre de son emploi actuel, mais aussi par rapport à la suite.
Du coup, c'est vrai que, par exemple, on peut avoir aussi donc un tableau de priorité qui va agir comme un support de réflexion et pouvoir identifier voilà, les choses sur lesquelles la personne a son pouvoir d'agir et pour des points sur lesquels c'est plutôt dépendant de l'extérieur, et bien on se dit alors qu'on a un support pour l'exprimer. Et du coup, donc ça offre des prises de conscience au niveau personnel et individuel et potentiellement voilà, une ouverture et un dialogue vers le manager et vers l'entreprise de manière plus générale. Pour le manager, il y a effectivement, le lien il peut être assez fort puisque ça va amener de la compréhension et du dialogue. On est toujours sur le même prisme, c'est-à-dire que ça va transformer la relation hiérarchique en un échange constructif. On va avoir des choses très objectives sur lesquelles on va pouvoir construire potentiellement un plan d'action aussi pour améliorer le vécu de la personne et son sentiment de bien-être. Finalement, le fait d'avoir cette place et cette écoute en tant que manager, ça va renforcer aussi la relation de confiance, en montrant aussi qu'on croit en la personne, c'est-à-dire que on va avoir des leviers de motivation, hein. Ça peut être la reconnaissance financière en disant bah voilà, moi je manque de reconnaissance, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? On peut peut-être travailler sur l'augmentation, on peut peut-être travailler sur une prime, on peut peut-être travailler sur des encouragements, un soutien, un appui un peu plus important. Enfin, ça peut être plein de choses. Et l'objectif du bilan, c'est aussi de se dire en associant les deux, finalement, se dire comment je vais pouvoir agir à la fois sur moi et donner la main aussi à mon employeur pour agir sur le collectif et mon individuel aussi. Pour l'entreprise, c'est un vrai levier aussi de qualité de vie au travail collective, puisque effectivement, on va renforcer l'engagement de la personne, on va potentiellement aussi, s'il y a l'écoute derrière et la mise en place de certaines actions en tout cas, réduire le désengagement, réduire le turnover. Ça offre aussi une meilleure visibilité sur les talents existants, on va pas se le cacher. Vous avez des personnes qui ont envie d'évoluer, et ben oui, mais comment? Le bilan de compétences peut répondre à cette question-là. Ça peut effectivement du coup permettre une gestion des profils et des talents qui est complètement optimisée, à la fois sur qui a besoin d'évoluer dans ses fonctions, qui a besoin de clarté dans son rôle, et est-ce que en face j'ai des personnes qui aussi ont des aspirations et qui vont venir finalement on va essayer de faire un espèce de matching entre, comme je disais tout à l'heure, les aspirations de l'entreprise dans l'évolution des talents et l'évolution de chaque personne. On va pas se leurrer aussi, l'entreprise a tout à y gagner puisque ça va améliorer son image, son attractivité. Une entreprise qui est bien notée, entre guillemets, sur sa qualité de vie au travail, sur le prendre soin de ses salariés, elle va retenir les talents et elle va en attirer des nouveaux. Et je pense que ça, effectivement, en termes de ressources humaines, c'est quand même assez génial. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le coût d'un bilan de compétences ou d'un accompagnement QVT, c'est rien par rapport à de l'absentéisme, à des arrêts maladie, à du turnover, à des recrutements en cascade parce que chaque fois la personne s'en va. Donc, en gros, c'est un investissement de santé, de stabilité et de durabilité dans le collectif. Quand on t'entend, c'est presque un plaidoyer politique, en fait. Tu vois, Chloé, ce que tu es en train de faire, c'est on se dit, waouh, tous ces RH et ces managers qui n'ont plus que le mot engagement à la bouche et qui attendent de raison des collaborateurs et des collaboratrices qui aiment ce qu'ils font, qui s'engagent dans leur boulot, qui s'impliquent, même qui sont proactifs, qui contribuent à de l'innovation, qui ont cette vision d'avance, qui donc ont un regard critique. On sait que l'estime personnelle et l'ancrage professionnel, c'est des terreaux de l'engagement. Et souvent, les RH et les managers sont assez démunis pour arriver à travailler sur ces aspects-là. Donc là, on entend que c'est des ressources. Je pense aussi à la très grande vague de la GEPP, où il y a de plus en plus d'organisations qui prennent à bras le corps le sujet des perspectives professionnelles. Parce qu'on sait que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a aussi tellement d'insécurité liée au contexte, que si on peut en ramener à l'intérieur dans les parcours professionnels et si on peut commencer à façonner les équipes et les projets aussi en fonction des personnes qui sont là, c'est quand même une tendance qu'on voit sur... Bon, bref, on a l'impression qu'il y a tout qui concourt. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Chloé, qu'on n'a que, je crois que c'est 3% des bilans de compétences qui sont financés par les entreprises? Pourquoi les boîtes, les managers et les RH ne s'emparent que si peu de cet outil?
Je pense qu'il y a une logique économique, une pression aussi de rentabilité et de se dire que potentiellement investir de l'argent sans que ce soit pour de la productivité pure. Voilà, on va pas gagner. La personne ne va pas gagner forcément en efficacité tout de suite. Parfois, le bilan de compétences va aboutir à des conclusions où oui, la personne va faire une reconversion et si le métier n'existe pas dans l'entreprise, potentiellement, elle risque de partir. Donc, je pense qu'il y a aussi le fait de se dire, je vais dépenser de l'argent, mon salarié va être absent pendant ces 24 heures et potentiellement, derrière, ça me rapportera rien, moi, entreprise. Donc, je pense qu'on a aussi cette logique assez capitaliste de se dire, j'ai investi de l'argent pour qu'il parte. Non, et en fait, c'est dommage parce que, comme on le disait tout à l'heure, finalement, si on prend le problème à bras le corps, qu'on se parle, qu'on échange, qu'on dialogue, que avant que la personne soit complètement sur le point de craquer en se disant c'est bon, c'est fini, je pars de l'entreprise. Si on fait le bilan de compétences bien avant, au moment où elle commence à se poser des questions, qu'on laisse justement la personne exprimer ses doutes, exprimer ses craintes, mais que la structure, finalement, l'employeur amène des solutions comme le bilan de compétences pour lui permettre de réfléchir, etc., peut-être que la personne, elle ne va pas partir. Parce qu'elle aura trouvé des solutions dans le bilan, parce qu'elle aura pu avoir des clés pour faire réajuster et réajuster avec l'employeur. En vrai, si on pouvait... la plus belle conclusion qu'on pourrait avoir sur ce webinaire aujourd'hui, c'est parlons-nous, mais pas quand c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Je trouve que l'exemple... Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour Élise encore, oui. Eh bien oui, tout le monde a entendu parler de ça, oui. On va demander, on va demander à Chloé. Oui, apparemment l'État compte supprimer totalement les financements pour les bilans de compétences. Donc ça veut dire qu'on va demander aux entreprises de financer ces bilans de compétences. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Que c'est une erreur. Clairement, je ne vais pas le dire autrement, c'est une erreur. Pour remettre un petit peu dans le contexte, donc le projet de loi de finances 2026 inclut un article, donc l'article 81 pour être exact, qui vise du coup à modifier le code du travail en supprimant la possibilité de faire financer le bilan de compétences par le compte personnel de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à peu près 89% des financements, d'après des études, d'après le sondage Harris d'ailleurs, c'est 89% des bénéficiaires qui utilisent leur CPF. Et du coup, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que le bilan de compétences, oui, il peut être porté par les entreprises, ça c'est indéniable, et il devrait l'être encore plus. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est central, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais concrètement, au niveau du CPF, le fait de supprimer ce financement-là pour le bilan, c'est une erreur parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix que de passer par là. Des personnes qui sont en souffrance au travail et dont l'entreprise est à l'origine de ces souffrances-là, elles ne vont pas aller solliciter un financement de leur employeur. C'est-à-dire que quand on a une entreprise qui est toxique pour nous, le bilan de compétences ne sera jamais financé et ça risque d'accroître les difficultés d'avoir osé demander quelque chose de ce type-là à son employeur. On ne va pas se cacher que on risque de se prendre plusieurs portes au nez. Et effectivement, ça a aussi l'intérêt de se dire je fais le bilan de compétences au moment où moi j'en ai besoin. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une logique de financement derrière l'entreprise. Quand elle doit le financer, elle va passer soit par son opérateur de compétences, soit par son plan de développement des compétences, en fonction de la taille de l'entreprise. Et du coup, forcément, donc, quand il y a une entreprise de plus de 50 salariés, elle va budgétiser elle-même son plan de formation annuel, son plan de développement des compétences. Et donc, forcément, comme on le disait tout à l'heure, une formation qui n'aide pas à la productivité, à l'efficacité, à gagner plus d'argent, elle passera forcément en second plan. Donc, on peut se dire que, on fera, s'il reste de l'argent, on te financera le bilan de compétences, en gros. Sauf que si moi j'en ai besoin maintenant, c'est pas dans 2 ans qu'il va falloir me le financer. Parce que, justement, ça va cristalliser peut-être les difficultés que je rencontre aujourd'hui. Donc, financer uniquement par du CPF, j'aurais un plaidoyer qui me ferait dire qu'il ne faut pas faire que du CPF parce que les entreprises doivent prendre effectivement leurs responsabilités aussi. Mais il faut quand même laisser un financement confidentiel, neutre, aux bénéficiaires qui en ont besoin. Et le CPF, il est là pour ça et ce serait dommage de l'enlever.
au niveau législatif, donc à l'Assemblée nationale, ce fameux article 81 a été supprimé du projet de loi. Donc pour l'instant, on a un petit répit sur le fait que le CPF est maintenu dans les possibilités de financement du bilan de compétences. Par contre, il faut aussi que ça passe au Sénat. Et après, on sait très bien que voilà, il peut y avoir voilà, des personnes qui vont remettre cet article de loi sur le tapis. Donc rien n'est figé aujourd'hui. On est aussi sur des logiques potentiellement de régularisation, enfin de régulation même plutôt sur le profil des personnes, sur le montant aussi, voilà, de cadrer un peu plus les acteurs et les prix pratiqués, puisque voilà, moi j'ai déjà vu des bilans de compétences dépasser les 2500 à 3000 euros. Ça pose effectivement question, puisque c'est un tarif horaire qui est quand même excessivement cher par rapport à d'autres formations professionnelles continues. Donc voilà, les questions se posent. Ne pas en faire un outil au rabais, mais surtout avoir voilà, quelque chose qui permette à la fois de maintenir une responsabilité des entreprises et une potentielle confidentialité aussi dans le financement et dans la démarche, puisque effectivement il y a des personnes qui ont besoin de se protéger par rapport à ça. J'ai plusieurs points sur lesquels j'ai envie de rebondir, Chloé. La première qui m'interpelle et qui évidemment me gratte et, et me fait mal, c'est quand tu parles de finalement les entreprises, les organisations vont avoir du mal à mettre la main à la pâte aussi parce que ça coûte de l'argent, parce qu'il va y avoir de l'absence, parce qu'il y a aussi une mauvaise image du bilan de compétences. La preuve en est, on fait ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà. Finalement, il y a une valeur non perçue du bilan de compétences, au-delà du fait qu'il y a des mécompréhensions, etc. Et qu'encore une fois, on est toutes et tous responsables. Ceux qui profitent de cette opportunité, les praticiens, enfin tout le monde. Moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est avec le recul qu'on a, comment est-ce qu'on a réussi à ne pas avoir de mesure du retour sur investissement de cette démarche personnelle. Évidemment, je parlerai d'une mesure d'impact et d'efficacité à l'échelle collective, tu vois, d'un État qui, à un moment donné, risque de couper, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, on est entre parenthèses, risque de couper le financement de quelque chose dont finalement, est-ce qu'on a vraiment mesuré l'impact? Et si l'impact est positif, est-ce qu'on l'a communiqué aux organisations pour qu'elles aussi elles puissent évoluer dans leur mentalité, dans leur pratique, pour peut-être faire du partage non seulement de valeur, mais du partage aussi de financement? Bien sûr. À ma connaissance, on a des études qui ont été faites régulièrement, voire pour certains chaque année, et qui sont en lien avec ce que le bilan va apporter au niveau individuel. Mais à ma connaissance, on n'a pas réellement d'études qui va montrer l'impact en entreprise d'avoir fait le bilan. Encore une fois, je pense que comme on a souvent des bilans qui sont faits trop tard, ouais. Et puis en catimini, du coup, on n'embarque pas. Puisque c'est trop tard et que la fracture est déjà là, en fait. Donc, du coup, ça reste difficile. Je pense qu'un changement de pratique pourrait effectivement en permettre de mesurer cette efficacité sur le collectif. Mais aujourd'hui, je pense que dans la mentalité des employeurs, enfin des entreprises de manière générale, c'est quelque chose qui passe un peu à la trappe parce que pas prioritaire pour eux et peut-être effectivement sur une logique économique, mais aussi je pense que voilà, c'est pas dans notre ADN et dans la culture forcément, je pense, française de se dire ok, je vais investir sur mon salarié, mais sur des choses non productives. En tout cas, à court terme. Voilà, en tout cas, c'est, je pense, quelque chose vers lequel on doit tendre encore un peu plus. Je dis pas que ça doit représenter une unicité et la majorité des situations, mais le monde serait tellement plus beau si effectivement on prenait soin de ses salariés par le biais du bilan. Tu vois, c'est comme si un médecin il constatait que son patient il va mieux et qu'il a pris en main sa santé grâce à un médicament dont le patient ne lui parle pas du tout. Tu vois, c'est fou. Bien sûr. Deuxième question que j'avais envie de te poser, Chloé, c'est, tu disais finalement le sujet central, c'est oser dire, oser en parler, voire même oser demander du financement, du cofinancement. À quel moment, enfin plutôt, c'est quoi les signaux qui clignotent vert et qui font dire à un collaborateur, à une collaboratrice, c'est bon, tu peux oser en parler et voire même demander de la libération de temps ou du cofinancement. Tu vois, c'est quoi les cases à cocher pour les personnes qui sont avec nous là et qui pourraient dire, oula, moi j'y suis ou j'y suis pas? Je pense que la personne le sent. Alors, je relativise quand même mon propos, c'est-à-dire que la personne qui peut parler de tout avec son
employeur ou son manager, une personne qui se sent en confiance, voilà, vraiment, c'est un ressenti, encore une fois, parce que, bah voilà, on n'est jamais. Enfin, moi, j'ai des personnes qui me disent ah non, 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 jamais je n'en parlerai. Je ne veux surtout pas, ça va être mal perçu. Jamais de la vie, j'en parle. Donc, je pense que la personne sait. Il y a une part de personne qui sait si elle peut ou elle peut pas, mais il y a une part de personne aussi qui doute et qui sait pas qu'elle peut. Donc, je pense qu'on peut oser. Sur des entreprises qui sont bienveillantes, on peut oser. Ça peut être non, mais si c'est non, c'est pas grave. À partir du moment où ça n'a pas de répercussion, finalement, sur son quotidien au travail. On peut demander à avoir un cofinancement ou un financement complet de l'employeur. Et on peut faire aussi le bilan de compétences sur son temps de travail en demandant une autorisation d'absence par le CPF en tout cas, mais même en cas de financement employeur, de toute façon, c'est sur le temps de travail et puis ça se négocie même pas. Donc en soi, on a tout intérêt à en parler. Je pense qu'il faut parfois simplement oser. Par contre, effectivement, quand on sait que l'entreprise n'a pas l'écoute pour ça et où on sait que la communication elle est complètement rompue, effectivement, on peut se passer de tenter de le demander. Mais dans une situation où la communication n'est pas rompue, où vraiment on est dans une entreprise qui peut être à l'écoute, je conseille potentiellement d'y aller quand même. Dans le pire des cas, ça ne change pas et on prend son CPF. Et puis dans le meilleur des cas, on a un engagement de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de vrai signal, finalement, qui permettrait de dire, en tout cas, je peux y aller sans crainte, parce que ça suppose de connaître un petit peu son équipe, des personnes avec qui on travaille. Donc, je ne m'engagerai pas sur des vrais signaux, mais le consultant en bilan peut être tout à fait apte à recevoir vos craintes et vos doutes et à en parler avec vous et à identifier effectivement peut-être si ça vaut le coup ou pas. Super. Eh bien, moi, ce que je retiendrai en conclusion, c'est que ce qu'on vient de vivre ensemble, là, pendant 45 minutes, Chloé, ça mériterait d'être envoyé en replay aux RH et aux managers qui sont un peu open-minded et qui cherchent désespérément des solutions pour lutter contre les problématiques de désengagement, de démotivation, qui encouragent autant qu'ils peuvent la liberté d'expression, qui attendent de la part des collaborateurs et des collaboratrices qu'ils soient aussi force de proposition. Si aujourd'hui on a permis à ne serait-ce qu'à une personne d'oser en préventif, dire je commence à me poser des questions et j'ai envie de me remettre en question, j'ai envie d'être accompagnée, j'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain pour reprendre l'expression un peu populaire. Je pense qu'on aura gagné notre SAV. Merci beaucoup en tout cas Chloé. Eh ben merci à vous. Eh bien, cette personne, c'est moi. Hein, parce que moi, qu'est-ce que je vais faire? Il est 12h55. Je vais aller tester les compétences des cuisiniers à la cantine. Hein, allez, on se voit au prochain SAB de la QVT. C'est quoi ce midi? Des frites? Ah, là, vous êtes compétent. Hein, là, ça, c'est compétent, les frites. Sacré Marco. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Si vous avez envie d'être accompagné par Chloé, par son énergie, vous entendez par toute sa capacité à mettre de la modulation dans ses réponses. Ça, c'est toujours assez merveilleux. Moi, j'adore ça chez Chloé. Faites-vous accompagner par Chloé, évidemment, pour votre bilan de compétences, où elle aura le bonheur d'utiliser l'outil dont elle a parlé et sur lequel je vais revenir dans un instant. Vous pouvez aussi contacter Chloé et être accompagné par elle sur quelques séances, simplement pour de l'accompagnement, j'ai envie de dire classique, en dehors du bilan de compétences. Si vous sentez que vous avez besoin de cette respiration, de vous mettre à un moment donné dans un cocon bienveillant pour analyser votre relation au travail et parfois retrouver une forme d'alignement. Et puis, si vous êtes une organisation, vous pouvez aussi faire intervenir Chloé directement dans vos équipes pour animer des ateliers au service du bien-être et de la performance globale des organisations. Un petit mot sur l'outil que Chloé a ajouté à sa besace, dans sa boîte à outils, comme on dit. Elle parlait des tests de personnalité et des outils également sur tout ce qui est analyse, par exemple, des motivations. Chloé fait partie des consultants et des consultantes qui sont venus se former chez Wunjo pour intégrer dans sa pratique cet outil qui s'appelle MaQVT. C'est une web application, comme vous le voyez là sur l'écran, qui a pour vocation à aider les travailleurs et les travailleuses à justement reconnecter ce qui fait sens pour eux, à identifier leurs recettes toutes personnelles de qualité de vie au travail, parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes aspirations à l'égard du travail, on n'a pas toutes et tous les mêmes besoins à l'égard du travail,
et les mêmes niveaux d'engagement et de souhait d'engagement. Donc, ça permet, sur un entretien en tête-à-tête qui dure 1 heure, de réaliser cette évaluation de sa propre qualité de vie au travail, repartir avec un indice d'engagement, avec un indice qui mesure la QVT et l'harmonie entre l'environnement professionnel et l'expérience du collaborateur ou de la collaboratrice. Et surtout, le résultat, le rapport, eh bien, il devient un outil de dialogue. Alors, un outil de dialogue avec sa consultante et aussi un outil de dialogue avec soi et un outil de dialogue avec son manager, de manière à pouvoir prendre des décisions peut-être plus éclairées, peut-être parfois aborder des sujets qui n'étaient pas évidents à discuter. Et quand ça existe sous la forme d'un graphique, d'un seul coup, c'est comme si ça avait une autre valeur, comme s'il y avait une forme d'objectivité. Et parce que ça existe vraiment, parce que c'est écrit sur un écran. C'est assez chouette de pouvoir aussi fabriquer des avenirs professionnels dans le cadre d'un dialogue qui serait sincère, qui serait sain et qui serait constructif. Et de pouvoir régulièrement s'auto-évaluer de manière à piloter l'évolution et voir en fait ce qui s'améliore, ce qui se dégrade ou ce qui stagne. Donc, vous pouvez faire appel à Chloé pour tester cet outil, puisque de manière, j'ai envie de dire, exceptionnelle, à l'occasion de nos SAV, on offre 1 heure en tête-à-tête pour réaliser cet autodiagnostic comme étant le début d'une démarche d'écoute de soi, de prise de soin de soi. Et donc, après, vous pourrez continuer évidemment l'accompagnement avec Chloé ou pourquoi pas introduire ce merveilleux outil et le bilan de compétences à l'intérieur de votre équipe et en faire la promotion auprès des RH et des managers. Je vous le disais en introduction, chez Wunjo, on a fabriqué cet autre outil qui s'appelle la fresque de la QVT, qui a été reconnue comme l'une des 30 fresques majeures en France. Il y en a plus de 450 qui existent et qui permet de créer un espace, une bulle complètement unique et inédite où les collaborateurs et les collaboratrices vont pouvoir se rencontrer, échanger sur ce sujet qui est tout somme sensible, qui est leur sentiment de bien-être au travail. Et donc, que ce soit sur un format de 2h30, c'est la taille S, de 4 heures, c'est la taille M, ou alors sur une journée complète ou divisée en 2 demi-journées, c'est la taille L. Les équipes, en fait, apprennent qu'un dialogue est possible. On leur donne l'opportunité, souvent pour la première fois de toute leur carrière professionnelle, à la fois d'être en introspection et de comprendre ce qui se passe pour soi, mais aussi d'avoir un espace sécure d'expression. Et c'est extrêmement riche pour les managers et les RH qui ont des clés extrêmement concrètes pour derrière mieux piloter des parcours de professionnels individuels et puis aussi faire évoluer parfois des cultures managériales ou tout simplement coécrire un plan d'action QVT de manière à pouvoir prendre soin de l'engagement, de la motivation, de la performance et de la promesse initiale du travail qui est quand même de s'y épanouir et de se réaliser. Si vous avez envie d'être formé comme Chloé à intégrer l'usage de ma QVT dans votre pratique, sachez qu'on a une académie chez Wunjo qui forme depuis maintenant 2 ans et demi. Il y a plus de 50 consultants qui sont venus se former chez nous pour savoir utiliser ma QVT dans leur pratique. C'est une formation qui dure 4 jours sur le premier niveau pour l'utiliser en individuel. Et ensuite, vous pouvez monter sur d'autres niveaux si vous souhaitez animer la fresque de la QVT. Voilà, on aurait pu rester évidemment encore très longtemps ensemble. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère qu'on vous a dit l'essentiel. Pour autant, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poursuivre les échanges avec Chloé. Vous avez ses coordonnées qui seront cliquables directement dans la slide que vous recevrez. Je suis moi-même aussi à votre disposition, bien sûr. Si vous avez des velléités d'intégration dans vos équipes de ce merveilleux outil et que vous voulez avoir une approche collective. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Sachez que donc, vous recevrez le replay de notre webinaire directement par mail et accessible sur la chaîne de Wunjo sur Webikeo, où vous pouvez également retrouver l'ensemble des épisodes des SAV de la QVT. Il y en avait déjà 23 derrière nous. Chloé, tu étais madame numéro 24. Et on se retrouvera début 2026 pour la prochaine édition, car nos prochains webinaires seront sur un autre format. C'est ce qu'on appelle les pratiques RH innovantes au service d'une vie de qualité au travail. Et vous recevrez toutes les invitations directement de la part de Webikeo, puisque tous nos webinaires se passent sur nous. Et vous pouvez les retrouver sur notre chaîne aussi. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite un bon appétit et au plaisir de vous retrouver via cet écran, peut-être par mail ou in real life, comme disent les jeunes. Merci Chloé. Merci. Bonne journée. Merci à toutes et à tous.